Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Studio Lacan. Pour le Divan dans le Monde, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Pouget, qui est chef de pôle en soins de support et médecin en soins palliatifs, avec laquelle nous allons revenir sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie qui va être discuté au Parlement très prochainement en mai. À tout. Bonjour docteur Julie Pouget, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Studio Lacan pour évoquer donc cette loi qui se prépare, un modèle à la française de l'aide à mourir. Nous voulions vous entendre, vous, votre expérience de médecin, de soins de support et de parcours de patients, vous qui pratiquez les soins palliatifs. Vous êtes présidente du comité d'éthique de l'établissement dans lequel vous travaillez, médecin coordinateur du département de médecine palliative. Alors, vous avez aussi beaucoup de diplômes, en plus de ceux de médecine, de formation continue, un DIU sur l'expertise médico-légale, un master d'éthique en santé et avec l'option en philosophie, un DU sur la douleur et de nombreux articles, dont des articles sur médecine et psychanalyse. Alors, docteur Julie Pouget, en 4 dates, pourriez-vous nous dire l'évolution des pratiques en France ? 1999, la création des soins palliatifs. 2005, la loi Leonetti. 2016, la loi Claeys-Leonetti. Et aujourd'hui, l'ouverture d'une nouvelle loi. Et pour que l'on comprenne, est-ce que vous pourriez nous dire les changements, les franchissements, la logique qu'il y a derrière toutes ces lois, et puis peut-être l'esprit des lois qui s'y cache ? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors effectivement, la loi française prévoit depuis 1996 l'introduction des soins palliatifs dans l'offre de soins en France. En 1999 est apparu l'accès universel aux soins palliatifs sans forcément beaucoup de suivi en termes d'efficacité ou d'efficience sur le terrain. En tout cas, pas de gros changements. Et puis 2002, c'est une loi fondamentale puisque c'est une loi, la loi Kouchner, dite loi droit des patients, et donc qui n'a rien à voir en particulier autour de la question de la fin de vie, mais qui a introduit des éléments capitaux pour notre exercice quotidien. D'abord, la première chose, c'est le fait que le patient prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé. Et donc introduit le dialogue avec le praticien et introduit 2 autres éléments fondamentaux qui est la possibilité pour le patient de refuser des traitements ou des explorations, des investigations qui lui seraient proposées, alors même qu'il a reçu une information concernant les objectifs visés par ces traitements ou ces investigations. Donc ça, c'est vraiment un vrai changement fondamental qui replaçait le patient au cœur de sa prise en charge. Et à partir de 2005, grâce à la loi Leonetti, qui a été révisée en 2008, puis en 2016 par la loi Claeys-Leonetti, on a introduit plusieurs notions. Alors dans la loi de 2002, j'oublie, mais est introduit pour la première fois la notion de personne de confiance, qui est une personne qui accompagne le patient dans sa trajectoire de santé, dans les entretiens médicaux qu'il a avec les professionnels qui l'accompagnent, et qui donc est éclairé au même titre que lui et pourra porter sa parole dans l'éventualité où le patient ne pourrait plus la dire pour lui-même. Et en 2005, la personne de confiance, son rôle est renforcé et hiérarchisé dans la prise de décision médicale et est introduit comme hiérarchie supplémentaire les directives anticipées.
qui est un document qui existe depuis de très nombreuses années dans d'autres pays, notamment outre-Atlantique et outre-Manche, depuis 1974, outre-Atlantique, aux États-Unis, et qui est un document qui naît de l'empowerment, de vraiment du pouvoir des associations de patients à se prononcer contre le pouvoir médical, entre guillemets, c'est-à-dire à participer aux décisions les concernant. Et du coup, les directives anticipées sont introduites en 2005 en France, et dans une décision visant à limiter ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, puisque ça c'est une des particularités françaises, pour le coup c'est un esprit français, là où d'autres pays ont nommé le fait de ne pas entreprendre certains traitements ou d'arrêter certains traitements, et ça ils l'ont nommé euthanasie passive. Nous, en France, grâce à Jean Leonetti, on a une loi qui permet de ne pas faire, qui permet de ne pas entreprendre à condition de la collégialité, à condition de la réflexion, et sans que cela relève d'une euthanasie passive. Voilà. Donc en termes de sémantique, c'est extrêmement important. Et donc pour décider, en pleine connaissance de cause et en collégialité, les directives anticipées peuvent être un appui à la décision médicale et viennent dans la hiérarchie en premier lieu, puis l'avis de la personne de confiance, et je précise bien l'avis. La personne de confiance ne décide pas, mais elle donne son avis sur ce qu'aurait pu dire le patient à son sujet. Et enfin, la collégialité se réunit et donne un avis en défaveur de la poursuite, de l'arrêt ou de continuer certaines thérapeutiques qu'avant on disait actives, aujourd'hui on dit plus ça. Donc ça, c'est les fondamentaux de la loi de 2005. Et en 2016, il y a eu un premier mouvement législatif, une tentative de faire passer dans la loi des mesures visant à provoquer intentionnellement la mort. Et puis finalement, le législateur s'est ravisé et il y a eu une loi de consensus qui a émergé, qui est une loi dans laquelle sont apparus trois grands éléments. Le premier, c'est de rendre les directives anticipées opposables. C'est-à-dire qu'avant, elles étaient, on les consultait, mais on pouvait y déroger. Là, elles deviennent opposables aux médecins, sauf conditions exceptionnelles, c'est-à-dire si elles sont absolument inappropriées à la situation ou en situation d'urgence. Le deuxième élément, c'est l'introduction de deux thérapeutiques, en tout cas, qu'on considère aujourd'hui comme des thérapeutiques, c'est l'hydratation et la nutrition artificielle comme des traitements. Et donc, du coup, on peut les arrêter au même titre que les autres traitements prévus dans la loi de 2005. Donc ça, c'est vraiment d'une grande importance en France, parce que c'était encore des choses sur lesquelles on marchait sur des œufs, en tout cas sur le plan de l'éthique. Et le dernier élément, c'est le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui permet, dans certaines circonstances, il y a 3 conditions d'application extrêmement bien définies, avec le recours à la collégialité pour les 3 et à la pluridisciplinarité, la possibilité de décider collégialement d'endormir de façon irréversible un patient jusqu'à ce que son décès survienne. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, une nouvelle loi est en cours de discussion. Ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant qu'elle est en pourparlers, que d'abord Madame Firmin-Lebaudot a fait un premier travail, une tentative de synthèse en essayant d'être à l'écoute des différents acteurs, ce qui semble pas toujours avoir été aisé. Et finalement, il y a eu un changement de ministère, donc Catherine Vautrin a repris cette question à son compte et émerge un modèle à la française dans lequel on dit aide à mourir. Alors justement, c'était la question que je voulais vous poser. Emmanuel Macron, donc, qui est porteur de ce projet sociétal, a donné un entretien croisé à Libération et à La Croix. Oui. Alors moi, j'ai été frappé par les termes qu'il emploie. D'abord, il parle d'une loi de fraternité, fraternité en action. Et il dit, avec cette loi, on regarde la mort en face. Et il dit, les mots ont de l'importance. Bien nommer le réel sans créer d'ambiguïté. Donc voilà comment il pose les choses. Alors,
on a l'impression, à écouter les discussions autour de ce projet de loi, que finalement, on tourne autour, sans les nommer, de notions telles que suicide assisté, voire euthanasie. Alors, lui, le président de la République, Emmanuel Macron, parle d'aide à mourir. Certains ont dit aide active à mourir, lui il parle d'aide à mourir. Alors, justement, la sémantique compte, vous avez employé ce terme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut entendre entre les lignes, entre les mots de ce projet et finalement de ce que dit le président de la République concernant ce projet de loi ? Derrière l'aide à mourir, c'est un terme qui, si on veut vraiment regarder les choses en face et appeler un chat, les soins palliatifs, c'est de l'aide à mourir. En tout cas, on accompagne des patients jusqu'au moment où survient leur mort et on les accompagne, on fait en sorte qu'ils souffrent le moins possible, qu'ils soient le plus possible apaisés sur le plan psychique et auprès de leur entourage. Et donc ça, c'est aider à mourir. Mais ce qui est décrit dans le projet de loi sur la fin de vie, si on est extrêmement précis, c'est 3 dimensions. La première, c'est une assistance au suicide, puisque on permet par la prescription, la délivrance, qu'un patient s'auto-administre une substance létale. Et donc ça s'appelle l'assistance au suicide. Elle est définie, cette substance létale, ou est-ce qu'elle est... Elle devra être définie par l'HAS qui doit définir les molécules, leur mélange éventuel. Enfin, c'est pas encore tout à fait caractérisé. Alors je vous pose la question parce que il y a vraiment beaucoup de possibilités qui sont offertes pour soulager les souffrances physiques et morales. Peut-être vous pourriez en dire quelque chose. Peut-être, si vous voulez bien, je finis sur donc les 3 dimensions qui apparaissent dans la loi. Donc c'est l'assistance au suicide, le suicide assisté, puisque dans la mesure où le patient serait physiquement dans l'incapacité de s'administrer le produit létal, il peut demander l'assistance d'un tiers, ce tiers étant un médecin, un infirmier ou un proche, ou quelqu'un qui se serait porté volontaire et qui l'aurait choisi. Et donc ça, c'est du suicide assisté, plutôt avec un modèle à la Suisse. Le premier étant plutôt un modèle Oregon. Et enfin, il est quand même prévu une 3e disposition qui est celle de l'euthanasie, puisque si le patient ne peut absolument pas se le délivrer, ne serait-ce que déclencher une perfusion, à ce moment-là, il est autorisé que ce tiers, ce médecin, ce patient, ce proche ou cet infirmier, déclenche la perfusion. Et ça, c'est un acte intentionnel, délibéré de donner la mort, et ça s'appelle de l'euthanasie. Alors, vous avez mentionné le modèle Oregon, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez préciser en quelques mots en quoi il consiste ? Le modèle Oregon, c'est un État aux États-Unis, c'est un modèle libertarien qui permet qu'un patient demande à un médecin la délivrance, enfin la prescription, et d'aller chercher par ses propres moyens une substance létale qui s'administre de façon parfaitement autonome quand bon lui semble chez lui. Donc il n'y a pas cette dimension de fraternité qui est soulevée par le président Macron dans cette loi, puisque il y a tout au long de la démarche un accompagnement du tiers dans l'administration, ou en tout cas la sécurisation de l'administration. Il y a un véritable engagement, et c'est peut-être là où se loge uniquement la fraternité. Et alors, dans le modèle suisse, si j'ai bien compris, le soignant est totalement écarté de la procédure du suicide assisté. Oui, alors il n'y a pas de soignants en Suisse, puisque c'est des bénévoles, c'est rémunéré, enfin c'est des associations de bénévoles, il n'y a aucune intervention médicale. Et en tout cas, c'est des médecins rémunérés par l'association qui valide la procédure, et effectivement le patient est seul, en général ça se passe dans des petits chalets, est seul et filmé afin de s'exonérer de la responsabilité d'avoir pris part au suicide assisté de ces patients. Et en Belgique, on a plutôt le 3e modèle français, en tout cas la 3e disposition prévue dans la loi française, qui est l'euthanasie, donc le fait qu'un praticien, un proche, délivre un produit létal par ses mains, enfin voilà, directement par son action. Alors, puisqu'on en est sur la question du modèle, le président insiste sur le fait que ça n'ouvre pas un nouveau droit, ce projet de loi, ni ne crée une nouvelle liberté, ça trace un chemin. Est-ce que ce chemin se distingue vraiment de tous ces modèles que vous venez de nous préciser ? C'est-à-dire que c'est un chemin composite qui ouvre toutes les
possible liberté d'accéder à la mort délivrée par autrui, ou la mort médicalement délivrée. Le chemin, c'est celui de l'accompagnement, et l'accompagnement, en tout cas tel que nous on le pratique, ça n'est pas de donner délibérément la mort, c'est d'accueillir la mort comme faisant partie de la trajectoire de santé des patients, de faire en sorte qu'elle se déroule de la façon la plus tranquille possible, tant que faire se peut, parce que ça reste toujours une étape difficile, et on n'est pas à la place de celui qui meurt, donc on peut difficilement imaginer ce par quoi ils sont traversés, quelle que soit la modalité du mourir, accompagner, c'est être tout au long, c'est être à côté du patient sur son chemin. Voilà, accompagner, c'est marcher à côté, aller à droite quand il va à droite, aller à gauche quand il va à gauche. Et donc, c'est suivre le cheminement du patient. Et ce cheminement, il est sinueux, il est rarement droit et rectiligne et sans nuance. Voilà. Et donc, il y a un chemin de l'accompagnement, mais il est déjà pratiqué depuis de nombreuses années par les acteurs de soins palliatifs, je dirais depuis les années 80. Alors peut-être vous pourriez nous donner quelques témoignages justement de cette pratique des soins palliatifs, parce que on a un peu de mal quand même à comprendre pourquoi l'accompagnement en soins palliatifs n'est pas tellement privilégié par la loi. Il est inclus mais pas privilégié par la loi, et en tout cas ne distingue pas vraiment comment dire ce qui est de l'ordre de l'allègement des souffrances, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, qui est par exemple la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Pourquoi ça ne suffit pas à traiter un certain nombre de cas, et peut-être vous pouvez témoigner le cas de votre pratique, je ne sais pas. Alors, d'abord, le projet de loi, en tout cas lorsqu'il parle des soins palliatifs, il replace les soins palliatifs à la marge finalement des soins d'accompagnement, en tout cas dans un champ très spécifique qui est celui de contrôle de la douleur et même pas du travail d'anticipation de la fin de vie, ou en tout cas de ce qui pourrait survenir en fin de vie. Tout ce qui est décrit aujourd'hui, le terme qui recouvre tout ça s'appelle soins d'accompagnement. Et dans le soin d'accompagnement, on y englobe soins de support. C'est quoi soins de support ? Les soins de support, c'est l'ensemble des soins, en anglicisme c'est supportive care, qui permettent de supporter la situation de maladie ou les traitements. Souvent, en tout cas du côté de l'oncologie, c'est des soins qui bénéficient au patient pour lui permettre de mieux supporter, d'endosser la dureté des traitements. Et donc, derrière les soins de support, recouvre les traitements de la douleur, le traitement de l'ensemble des symptômes inhérents à la maladie ou aux traitements qui y sont assortis. C'est également tous les soins dits de confort, donc ça va être la musicothérapie, la socio-esthétique, la psychomotricité, le psychologue, le kiné, l'activité physique adaptée, enfin j'en passe. On pourrait faire une liste non exhaustive de l'ensemble de ces soins de support. Et les soins palliatifs appartiennent au panier de soins de support, on dit. Et sont une branche de ces soins de support, puisque les soins de support, ça supporte tous les patients, y compris ceux dont l'objectif est la guérison. Mais lorsque l'objectif n'est pas la guérison, ça vient plutôt dans le panier des soins palliatifs. Et donc nous, quand je lis la description des soins d'accompagnement dans le projet de loi, je lis mon travail finalement, je lis le travail des soins palliatifs, c'est-à-dire un travail qui peut s'inscrire dès le diagnostic de la maladie, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs précoces, un travail qui vise à accompagner le patient sur l'intégralité de son chemin en lui administrant des soins de support dans le champ des soins palliatifs, c'est exactement ce qu'on fait. Le travail sur ce qu'ils appellent l'advanced care planning ou planification anticipée de soins, qui est un travail de réflexion avec le patient sur l'engagement thérapeutique qui pourra lui être proposé dans l'éventualité où il présenterait des complications. Et donc ça se travaille collégialement, ça se travaille avec le patient, ça demande vraiment un cheminement. Et ça, c'est des choses qu'on fait. Nous, avec mon équipe, on fait ça quotidiennement.
Et enfin, il y a tout le travail autour du droit du patient, donc c'est l'éclairer sur ses droits, notamment la rédaction des directives anticipées. Et ça, c'est également un travail qu'on mène. Et donc finalement, réduire les soins palliatifs simplement au traitement de la douleur, je trouve ça peinant, parce que c'est extrêmement réducteur. C'est extrêmement réducteur au travail médical. Or, ce qui était inscrit aussi dans les soins d'accompagnement, c'est la dimension pluridisciplinaire de ces soins. Or, c'est notre quotidien, c'est-à-dire que le quotidien des soins palliatifs, c'est d'inscrire la prise en charge du patient, pas dans un rapport médecin-malade, dans un colloque singulier, mais au contraire dans un travail pluridisciplinaire qui ouvre le champ des regards et permet aussi au patient d'être vu sous plusieurs prismes, par plusieurs personnes, qui a une grille de lecture différente, et donc de ne pas être un seul sujet de maladie pour le praticien qu'il a en face. Et ça, c'est le cœur de notre exercice, c'est le cœur de notre travail, et c'est ce qui fonde profondément notre engagement et qui nécessite de ne pas être relégué qu'à un seul champ. Hein, parce que bon nombre de patients ne viennent à la douleur finalement que après avoir dit plein d'autres choses à leur sujet. Hein, la douleur faisant partie parfois d'un certain équilibre qu'ils ont trouvé, où c'est aussi lié à de grandes craintes vis-à-vis des médicaments. Donc s'intéresser en premier lieu à la douleur, c'est se tromper dans le chemin qu'on fait avec le patient. En tout cas, c'est l'attraper sous un angle uniquement corporel. Or, tout notre enjeu, nous, c'est d'attraper l'individu, le sujet, et ce qu'il vit dans son histoire propre avec la maladie, puisque chacun a une histoire propre. Oui, c'est pas seulement un regard, c'est aussi une écoute, une prise en compte de ce qu'il peut dire, de ce qui lui arrive. C'est ça que... Je pense à un exemple. Je vois une dame en chimiothérapie qui a un cancer du pancréas très avancé, a une énième ligne de chimiothérapie dont on attend plus ou moins d'efficacité. Enfin, on ne sait pas trop. Hein. C'est quand même un moment un peu ambigu de la prise en charge. Et elle dit que c'est difficile pour elle de se voir amaigrie, que vraiment le schéma corporel est extrêmement altéré, qu'elle ne se reconnaît plus, qu'elle n'arrive plus à se présenter au monde, à son conjoint, et qu'avec cette nouvelle chimiothérapie qui s'ajoute, apparaît la menace de reperdre ses cheveux. Que c'est un deuil qu'elle a déjà eu à faire et qu'elle envisage très très mal de faire dans ce nouveau temps de la maladie. Et quand on en discute ensemble des perspectives que ce traitement offre dans le cadre particulier de l'incurabilité, elle s'interroge sur le bien fondé à poursuivre. Et elle dit, mais du coup, ça veut dire que j'ai le droit de poser la question de si je peux continuer ce traitement au péril de mes cheveux, ou si je peux dire que peut-être dans la balance, mes cheveux priment sur le petit espoir de survie que ça fait planer sur moi, qui est très discutable. Et d'ouvrir cette perspective, c'est un parti pris dans le discours médical que nous, on essaye d'avoir pour aussi permettre aux patients de porter leur voix, de porter ce qui compte pour eux, parce que ce qui compte pour eux, ça n'est pas toujours de faire cet énième traitement qui compte beaucoup pour les médecins. Oui, parce que ce que vous dites est quelque chose qui nous a frappé en préparant cette émission, ce syntagme figé qui est fin de vie, qui n'est pas la fin de la vie. Non. Et qu'au fond, les soins palliatifs, l'accompagnement, éventuellement l'aide à mourir, comme on le dirait peut-être avec cette loi, implique qu'il s'agit encore de la vie. Et qu'au fond de la mort, elle ne se regarde pas en face, parce qu'elle est irreprésentable, et deux, personne ne peut rien en dire. Peut-être vous pourriez nous dire quelque chose sur l'écart qu'il y a entre ce syntagme fin de vie et fin de la vie. Voilà. Alors effectivement, c'est La Rochefoucauld qui disait le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Oui, d'autres l'ont repris autrement, mais la mort, ça se regarde pas en face, en tout cas ça se regarde de biais. Ça se regarde au pourtour. On parle de ce qu'il y a après, on parle de ce qu'il y a avant, mais ce qu'il y a au moment de la mort, c'est souvent difficile, irreprésentable.
ce sont des discussions qui sont très difficiles à avoir avec les patients parce que ça fait très peur, que ça mobilise beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de représentations, beaucoup d'expériences passées qu'ils ont vécues. Et il y a une expression qui est « on meurt mal en France ». Oui, probablement on meurt mal en France. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais potentiellement par défaut d'accès aux soins palliatifs, en tout cas à des soins palliatifs de qualité et expérimentés. Alors, les soins palliatifs, il y en a une vingtaine, c'est ça qui... Il y a 21 départements aujourd'hui qui ne sont pas dotés de soins palliatifs. Mais les unités de soins palliatifs... Combien de lits à peu près ? C'est une dizaine de lits. À chaque fois. À chaque fois. C'est peu, mais c'est des lieux d'expertise. C'est-à-dire c'est des lieux qui sont censés impulser sur leur territoire une dynamique de la formation, de la recherche, et elles sont censées décliner sur le territoire des dynamiques visant à développer les soins palliatifs. Donc c'est aussi ça que ça dit, c'est que sur ce territoire-là, il n'y a même pas ce point de pulsation. Voilà. Oui, ce qu'on entend dans les débats parfois plutôt du côté des médecins, c'est que l'aide à mourir serait comme une réponse à l'absence de moyens ou de l'insuffisance des moyens pour développer les soins palliatifs, notamment dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui irait de Strasbourg à Bayonne en passant par la Creuse, où il n'y a pas de soins palliatifs. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument qui est fréquemment avancé finalement par les médecins qui sont contre ce projet de loi ? Qu'il est très mortifère, c'est-à-dire que à défaut d'offrir des soins de qualité, on propose comme seule alternative le fait de disparaître, de mourir en plus sous l'impulsion de sa volonté propre. C'est assez terrifiant. Il y a eu 5 plans quinquennaux, je crois, depuis 1999. Bien peu de choses... Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a 20 départements. Avant, il y en avait 26. Alors, il y en a 21. Mais il y a une unité de soins palliatifs qui a fermé à Oudan cette année, par défaut de médecins. Alors, il semblerait qu'elle va réouvrir. J'attends de voir. Mais c'est effectivement très, très délétère. Après, les unités de soins palliatifs ne sont pas les seules qui œuvrent au quotidien auprès des malades. Il y a de nombreuses déclinaisons des équipes de soins palliatifs. Il y a des équipes mobiles qui interviennent en institution, à domicile, en établissements médico-sociaux. Et elles-mêmes, elles sont extrêmement sous-dotées. Pour vous dire, nous, on a une activité avec 600 patients à l'année pour 1,5 médecin. Or, il est censé, dans les référentiels, avoir pour 200 patients, 2 médecins, une psychologue à temps plein, 0,75 d'assistante sociale. On est très très loin dans notre équipe des référentiels parce qu'on n'a pas les financements pour. Non, accéder à la mort intentionnellement, délibérément prodiguée par la médecine par défaut d'accès à des soins de qualité, c'est quand même très dommageable. Alors l'argument qui est donné par ceux qui défendent la loi, c'est l'accès à une liberté. Une liberté d'autodétermination du choix à mourir, d'une part. Il s'appuie beaucoup sur des études statistiques. Plus de 70-90% des Français seraient pour les soins palliatifs. Vous, dans votre expérience, les patients qui sont en fin de vie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est dit ? Qu'est-ce qui est demandé ? Comment ça se... Nous, ce qu'on repère et ce qui est fort intéressant par rapport au projet de loi actuel, c'est que les patients, ils expriment effectivement parfois un désir de mort, un désir d'anticiper leur mort, un désir de ne pas vivre certaines situations, de ne pas être en situation d'être opéré en cas de ne pas bénéficier de tel ou tel dispositif, en cas de... Enfin bon, voilà. Ils peuvent s'exprimer là-dessus à condition d'un débat éclairé de plusieurs entretiens, parce que avec ma collègue, on anime des consultations d'aide à la rédaction des directives anticipées et on voit qu'il faut 5, 6, 7 entretiens pour arriver à une information suffisamment éclairée pour que l'autre puisse écrire quelque chose qui lui ressemble, qui ressemble à sa pensée, à ses nuances, à ses ambivalences, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le fait de demander
et d'accuser réception de la demande. Moi, j'ai toujours pris le parti que de me dire que un jour il y aurait une loi et que me ranger derrière l'interdiction de la loi, c'était pas une bonne façon de faire. Et donc, j'accueille toujours la possibilité d'un moment où ce serait autorisé. Et donc, j'ouvre le dialogue là-dessus en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui motive cette demande que vous me formulez ? Et puis, petit à petit, dans le nouage, dans les rencontres, parfois, on voit où se loge cette inquiétude et ce qui va fonder la demande. Parfois, la demande, elle persiste, sans forcément inviter à une réponse immédiate, sans forcément inviter à un acte. Et d'ailleurs, de temps en temps, un peu à dessein, je dis, mais du coup, là, si j'avais ce qu'il faut pour vous l'administrer, est-ce qu'il faudrait le faire maintenant ? Et en général, la réponse est « Oh non, pas maintenant, pas maintenant, on en reparle dans X temps ». J'ai un exemple très concret d'une dame dont je me souviens ardemment, qui avait une maladie hépatique et qui, du coup, avait tous les moyens à sa disposition et tout le savoir-faire pour mettre fin à ses jours. Elle en avait tout à fait les capacités physiques, mais elle est venue à la consultation pour dire ça, pour dire qu'elle voudrait être euthanasiée en temps utile et elle avait même fait venir des produits létaux illégalement. Elle avait été perquisitionnée dans le cadre d'une grande enquête de gendarmerie, mais elle ne les avait jamais pris. Et puis, on s'est rencontrés plusieurs fois. Elle a écrit ses directives anticipées. Elle a logé sa confiance dans notre équipe et à l'occasion d'une dégradation attendue, elle a fait exactement la complication qui était attendue pour elle. Et elle a été accueillie en urgence dans notre service le 11 novembre exactement. Et du coup, on a eu cette discussion ouverte. On avait beaucoup parlé des pratiques sédatives ensemble et je lui ai interrogé sur le fait que peut-être il était temps de faire ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire cette sédation, elle était occluse de façon terminale, voilà. Et elle, de façon assez délicate, elle dit « Oh, écoutez, j'attends un neveu, il arrive dans 3 jours, on s'en reparle dans 3 jours. » Donc, dans cet intervalle-là, elle avait des symptômes. On a soulagé l'intégralité de ses symptômes. Elle était apaisée et tranquille. Et ça a été très compliqué pour son frère parce que lui, il ne comprenait pas et il exigeait de moi que je fasse ce qu'il faut, ce qu'on s'était dit à plusieurs de nos rencontres. Il était sa personne de confiance. Et donc, je l'ai renvoyé au fait que là, elle parlait, qu'elle était en mesure d'exprimer sa volonté, que la volonté qu'elle formulait, c'était celle d'attendre. Et puis, au bout de 3 jours, il y a eu la visite de ce neveu, on s'est re-rencontrés et on a re-eu cette conversation. Elle a redifféré de 5 jours. Et puis, elle a redifféré. Et puis, dans l'intervalle, à un moment, elle est décédée des suites de l'évolution de sa maladie. Et ça montre qu'à procédurer la demande, c'est-à-dire à répondre à la demande par un certain nombre de critères auxquels on convient ou on ne convient pas, on loupe probablement ce qui se noue. C'est un point précisément qui me semble tout à fait intéressant parce que effectivement, c'est une chose que d'être au chevet du patient et l'écouter au plus près de sa parole, de la singularité de son dire, et c'est une autre chose que de demander une aide à mourir, de mobiliser la collégialité de la décision, parce que finalement, il y a tout un dispositif qui se met en œuvre, et puis après d'attendre la réponse qui sonne comme un coup près, finalement. Oui, sur l'aide à mourir telle qu'elle est procédurée dans le projet de loi, je pondérerais un tout petit peu la dimension de collégialité parce qu'il ne s'agit pas d'une collégialité au sens où elle a été entendue dans la loi Leonetti et Leonetti-Claes, puisqu'elle demandait une réunion au chevet du patient. Là, c'est plutôt une collection d'avis d'un médecin extérieur qui ne connaît pas le patient et des professionnels paramédicaux qui gravitent autour de lui. Mais il n'y a pas d'échange de positions et voire même de croisement des regards qui est nécessaire à la collégialité, qui fait qu'on se laisse altérer par ce que dit l'autre. Or, sur un rapport rendu si moi je suis médecin et que je collige les avis, je ne me fonde pas mon avis de la même façon que dans un dialogue interprofessionnel. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de réunion concrète des soignants qui discutent autour d'une table? Non. Mais l'application de critères, c'est ça, l'application de critères. On collige des avis.
Voilà. D'abord, on répond à des critères, l'âge, la résidence, c'est quand même, ça n'exclut pas les majeurs protégés. Il faut suivre la procédure, c'est-à-dire en référer aux représentants du majeur protégé. Et après, on collige le médecin qui examine la demande et qui s'engage du coup éventuellement à répondre par la positive et à accompagner, doit ensuite colliger un certain nombre d'avis. Donc le médecin extérieur qui ne connaît pas le patient, de la spécialité de l'organe, et après l'infirmier, l'aide-soignant qui intervient auprès de lui, et éventuellement il a le droit, s'il le veut, d'aller colliger d'autres avis. Au fond, vous nous faites entendre là que ce qui est touché, c'est la question de l'acte médical, parce que on entend que puisqu'un proche, puisqu'un bénévole, puisque quelqu'un qui n'a rien à faire avec la médecine peut procéder à l'acte, eh bien au fond ça ne nous concerne plus la question, enfin le médical, plus seulement en tout cas, d'une part, et d'autre part le fait de couper ces réunions, vous dites fonder, se fonder en raison. Argumenter, enfin rendre la parole efficiente finalement sera devenu inutile puisqu'il s'agit de colliger soit des avis, soit des critères et l'affaire est close. Enfin, oui. Enfin, c'est la question de l'acte. Après, sur l'acte médical, il y a toujours l'engagement de la responsabilité de chacun à sa place. C'est-à-dire le médecin, il est quand même en responsabilité de répondre, et je pense qu'il va y avoir à répondre du caractère, de la survie, de définir la survie à moyen terme, par exemple. Ça va être des choses qui vont devoir être débattues par les praticiens, ce qui m'apparaît être un point d'impossible majeur, puisque on sait que les médecins sont très mauvais pronostiqueurs. Alors dites-le, oui. C'est un point très important, le pronostic à court et moyen terme. Il y a en 2015, en 2016, on s'était autour du projet de loi de Claes-Leonetti, on s'était réunis pour essayer de définir le court terme de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc on est parti du caractère terminal d'une maladie, et même là-dessus, il n'y a pas de consensus. Et moi, par exemple, mon avis, c'est la défaillance d'un organe, et ça ne dit rien en termes de temps. Mais d'autres, vraiment, tiennent au temps. Voilà. Donc, on n'est pas d'accord. Et il n'y a pas de consensus international là-dessus. Sur le moyen terme, c'est encore pire, puisque ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le médecin est le plus mauvais des pronostiqueurs, et dans la gradation, le médecin de soins palliatifs est moins mauvais que les autres professionnels, les autres médecins de spécialité, mais il est quand même pas très bon. Et après viennent l'infirmier, et le meilleur étant les aides-soignants. Voilà. Donc probablement ceux qui sont au plus près du corps, de la vitalité du patient, de son quotidien, de ses prises orales, de sa capacité à se mouvoir, etc. Enfin, les aides-soignantes ont un sens de l'intuition de la vitalité qui est meilleur que la plupart d'entre nous. Bon, alors justement sur la fonction du médecin, vous nous faites entendre que le savoir n'est pas déjà là. Et qu'il est toujours en mouvement à rechercher, finalement. Je voudrais avoir votre avis sur justement l'avis que donnait Lacan par rapport à la médecine. C'était en 1966, dans une table ronde entre médecins et psychanalystes. Il disait ceci, et je voudrais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Il disait que c'est dans le registre du mode de réponse de la demande du malade, à la demande du malade, qu'est la chance de survie de la position proprement médicale. Et un peu avant dans le texte, il a souligné la place originale du médecin, sa position originale dans les dispositifs et dans la société. Oui, le médecin dispose d'un savoir qu'on lui présuppose ou qu'il se présuppose. Je crois que Lacan dit le savoir physiologique. Mais tout le monde ne suppose pas au médecin ou ne lui loge pas la même dimension du savoir. Et donc, il y a ça à interroger dans la relation avec le patient, c'est qu'est-ce qu'il vient me demander à moi, là où il me place. Voilà. Et ça se fait pas en une fois.
Ça se fait, et c'est bien pour ça qu'on prône pour les soins palliatifs précoces, pour ne pas être systématiquement relégué à la fin des prises en charge, quand la parole est fatiguée, plus difficile à manier et que le langage se raréfie, mais aussi pour éviter d'être dans un moment d'intense rupture où les mots manquent aussi pour dire déjà la dimension du deuil, de ce qu'il y a à faire dans le parcours de maladie. Donc plus on connaît les patients tôt, plus on arrive à nouer ces échanges, de voir ce qui nous est demandé, là où le patient, parfois des patients viennent avec des revendications, viennent en opposition à notre savoir, parfois certains nous prêtent des savoirs que nous ne détenons pas, ou des puissances que nous n'avons pas, d'autres nous placent à des endroits où on n'est pas, et on voudrait, voilà. Donc, et puis nous aussi, on a à cheminer sur l'endroit où on voudrait être pour le patient. Et c'est bien pour ça que la meilleure garantie à tout ça, ça n'est pas d'être seul, c'est de ne pas être seul, c'est d'être avec d'autres médecins, en pluriprofessionnalité médicale, mais également en pluridisciplinarité, avec toutes les autres professions qui nous accompagnent autour de l'accompagnement du malade. Et dans la question de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, il y a une place particulière faite à la demande, puisqu'elle ne peut être appliquée que sur demande du patient, dans une des 3 conditions d'application. Les autres conditions d'application, l'une étant le patient n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, et l'autre étant l'arrêt d'un traitement de maintien artificiel en vie. Donc ça rend un peu plus difficile la demande du patient, en tout cas l'expression de sa demande. Bien, merci. On retiendra sans doute ce que vous dites. Ne pas rester seul, ni pour le patient, ni pour les médecins et ceux qui les entourent, les familles. Et donc, à plusieurs, se mettre à entendre ce qui se demande. Hein, au fond, oui, la conversation au chevet du patient versus la procédure qui n'ouvre pas aux mêmes enjeux, aux mêmes conséquences. Ouais. Bon, on va s'arrêter peut-être sur ces mots-là. Grand merci, docteur Julie Pouget, pour ce que vous nous avez apporté, et nous verrons bien ce que la loi devient. Merci Julie. Merci. Voilà, l'émission est maintenant terminée. On se donne rendez-vous samedi prochain.